Bonjour, bienvenue dans notre programme Expression, Express Yourself. Et on invite les gens qui ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, nous avons deux personnes sur notre plateau. Bonjour Elise et Bonjour. Benjamin. Bonjour Johannes, Ça va? Ça va bien. on est ravis d'être là, merci. Vous avez du retard malgré un bouchon, donc ou suite à un bouchon, mais vous êtes là finalement. Hein? On a dû persévérer, mais on est là, on est content d'être là. Il faut persévérer. Hein? Toujours persévérer dans la vie. Quand on voit une photo comme ça, là, on voit tout de suite votre activité. Vous travaillez pour une association ou ONG. Vous êtes quoi, une ONG ou une association? Alors ONG, c'est un terme un petit peu pompeux qui veut dire organisation non gouvernementale, mais en fait on est une association qui fait de l'aide au développement en Afrique subsaharienne. Morija. Ça a déjà quelques années, hein, Morija. Vous n'êtes pas les dernières venues, hein, vous n'êtes pas là depuis 5 ou 10 ans que vous avez inventé quelque chose. Vous existez depuis combien de temps? Morija a plus de 40 ans d'existence. Ça a été fondé en 1979 par monsieur et madame Rabou. Voilà. Et donc nous, on se situe dans cette chaîne de solidarité. On fait un petit bout de chemin avec Morija et on est heureux de travailler pour cette association. Morija, je reçois votre courrier, donc des lettres de nouvelles. Bon, je ne peux pas toujours donner un don parce que je reçois tellement de dons, mais Morija, moi j'aime beaucoup votre activité. Vous êtes très pratique sur le terrain. Hein? Oui, on est une Vous êtes pratique, association hein? Très pratique, voilà. Comme je montre la photo. C'est des oignons. Hein? Je pensais d'abord c'était des cailloux qui sont sortis du champ et quand je regardais un petit peu plus proche, j'ai vu ils tiennent des oignons. Ça veut dire que ça, c'est des oignons. Exactement. On a des oignons et puis on a surtout beaucoup d'enfants. Et voilà, ça illustre bien l'action de Morija. Les enfants sont au cœur de notre action depuis le début, depuis la création et encore maintenant. Ce sont vraiment la priorité de nos actions. Ces jours qu'on regarde la télévision, il y a un petit peu la guerre dans l'Orient, le Proche-Orient, et des guerres en Afrique, des petites guerres. De toute façon, on a l'habitude, ou un putsch, un général qui a compris que le président qui n'a rien compris. Donc, on a l'habitude que les gens sont aussi tout à coup déplacés. Oui. 1 million de personnes, le nord vers le sud, du sud vers le nord. Vous avez rencontré des gens déplacés? Oui, on aide les personnes déplacées au Burkina Faso. Il y a 2 millions de personnes déplacées internes aujourd'hui dans le pays. Combien? 2 millions? 2 millions. Au Burkina? Oui. Au Burkina Faso. Ils viennent de où? Du Niger ou du Mali? C'est où la pression? Alors, il y a souvent une confusion, et d'ailleurs, c'est bien de l'expliquer, entre réfugiés et déplacés internes. Donc des réfugiés, en fait, c'est des gens qui fuient leur pays pour aller dans un autre pays. Et les déplacés, ce sont des gens qui fuient leur propre pays, mais qui se réfugient au sein de leur pays dans une autre région. Donc au Burkina Faso, on a 2 millions de personnes qui ont dû quitter leur village, leur communauté, pour se réfugier dans un autre village ou une autre région. Mais en fait, au final, ce sont quand même des réfugiés, des gens qui ont dû Ça tout veut quitter. dire, à Ouagadougou, dans la capitale, il y a tout à coup un demi-million, 1 million de personnes qui donnent une pression qui arrive. Alors, je veux habiter chez l'oncle, chez la sœur, ou j'habite sur une tente, je sais pas. Oui, il y a les familles d'accueil, effectivement. D'abord, la famille qui va accueillir leurs personnes proches. Mais oui, on a aussi toutes ces personnes qui n'ont pas de famille dans les villes où ils arrivent et où on peut avoir des camps de déplacés internes. Donc, la pauvreté, elle existe. La pauvreté a toutes sortes de visages. Donc, la pauvreté, c'est pas seulement qu'on n'a pas des oignons à planter ou on récolte des oignons pour survivre. La pauvreté, vous avez vu, vous, la pauvreté? La pauvreté, ça a souvent un visage, et c'est le visage souvent malheureusement d'un enfant ou d'une femme. Voilà, des enfants qui peuvent plus aller à l'école, ou une femme qui a perdu son mari, qui se retrouve dans le dénuement. Et la pauvreté, aujourd'hui, c'est une réalité pour des millions de personnes en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne. Et c'est dû à quoi? Parce qu'on n'a rien à manger, ou c'est aussi la religion, le conflit que je suis musulmane, je suis chrétien et je suis encore autre chose. Non, les bouddhistes, on n'a pas en Afrique, mais marxistes à l'époque, des gens sont plus intelligents que les autres et tout à coup on se tape dessus. Je sais pas, c'est quoi la pauvreté? Elise, je te laisse répondre. Il y a des multiples facteurs à la pauvreté. Voilà, on a ces enjeux de tensions politiques, tensions entre certains groupes, mais il y a aussi tout ce qui est lié à l'environnement. La pauvreté a vraiment de multiples facteurs
Et aujourd'hui, cumuler tous ces facteurs en plus avec des conflits armés, forcément la pauvreté ne cesse d'augmenter. Et moi, tu peux dire, la pauvreté, elle cesse d'augmenter. Il y a chaque année plusieurs millions en plus. Si je veux dire ça, la pauvreté, on n'arrive pas à maîtriser. Compte tenu du contexte actuel, en tout cas, on a les chiffres. On a des personnes qui sont vraiment sous pression, on appelle ça sous pression alimentaire, etc. Et on voit que d'année en année, à cause de ces conflits, cette pression augmente. Et clairement, pour une famille déplacée, donc on parle de 2 millions de personnes, aujourd'hui... Pour le Burkina. Pour le Burkina, pour un pays, c'est difficile d'assumer un repas par jour. Donc un repas par jour, pour eux, c'est déjà beaucoup. Donc c'est vraiment des situations qui sont dramatiques. Et puis ensuite, on a les maladies, on a le manque d'hygiène, voilà. Puis on rentre dans une spirale qui est vraiment infernale. Et pour en sortir, c'est très difficile. Et notre rôle, à nous, c'est d'être là, de faire notre part pour les accompagner. Alors, nous avons un petit clip qui montre des activités de Morija. Il n'est pas trop long, ça pourquoi on le passe en intégralité, la régie. Donc un grand merci pour les images. On voit beaucoup d'enfants, on voit aussi le projet de vos écoles. Vous avez lancé un projet arc-en-ciel. Il consiste en quoi ce projet ? Alors les écoles arc-en-ciel, en fait, ça reprend un petit peu tous les secteurs de Morija. Donc on va aider les enfants dans leur scolarité, parce que les enfants, c'est quand même l'avenir d'un pays. Et donc on a une multitude d'activités pour faire développer cette école, pour que les enfants puissent étudier dans de bonnes conditions. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, que dans le nord de Burkina Faso, il y a toute une vague de fermeture des écoles. Parce qu'il y a des Suisses qui ont payé des écoles. Ah, je paye 1 ou 2 écoles, des bâtiments. Et tout à coup, la surprise, la pression, la guerre régionale. Et maintenant, vous êtes en train d'ouvrir des écoles. Alors, on ferme ou on ouvre ? Qu'est-ce qu'on fait ces jours ? L'éducation, c'est vraiment un enjeu pour ces pays. Parce que quand il y a des pressions, notamment extrémistes ou terroristes, ce que cherchent à faire ces terroristes ou intégristes, c'est de fermer les écoles. Parce que quand on ferme une école, voilà, on peut embrigader, on peut vraiment prendre les esprits des enfants et les former à ce qu'on veut. Et nous, on a cette volonté de faire face aussi à cette vague et de prendre le contre-pied, de s'opposer en ouvrant des écoles. Et si on prend l'image de... C'est aussi pour stopper ces déplacements, cette vague, de déplacer, de dire non, restez
on essaie par la foi ou par, je sais pas par quoi, ou par la prière, ou le bon Dieu va nous aider de garder l'école ouverte, on prie. Et c'est vrai, c'est une sorte de résistance. Oui, et puis l'arc-en-ciel, voilà, ces écoles arc-en-ciel ont une signification aussi un peu biblique, puisque tu sais qu'après, voilà, on a le logo là qui reprend tous nos secteurs. Mais il est bien avec ses câbles en couleur. Hein. Voilà, exactement. mais derrière ça, il y a... C'est pas l'arc-en-ciel comme plein de la concurrence. Hein. Non, voilà, on l'a un peu stylisé à notre manière, mais derrière, il y a aussi une dimension spirituelle, puisqu'on sait que après le déluge, il y a eu cette réconciliation de Dieu avec les hommes, et que l'image qui était utilisée, c'était l'arc-en-ciel. Et nous, on veut faire aussi de ces écoles des espaces de réconciliation. C'est-à-dire que dans ces écoles, il y a des gens qui viennent de différentes ethnies, des gens qui ont différentes religions, des chrétiens, des animistes, des musulmans. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Dans une école, vous avez plusieurs religions. Et qu'est-ce qu'on voit sur cela ? Exactement, on voit... C'est l'ouverture d'une école ? Voilà, là, c'est l'inauguration d'une école il y a quelques années à Ouagadougou, une école qui s'appelle Yagma, qui est soutenue par un de nos partenaires qui est l'Église apostolique, et une école qu'on est en train d'accompagner. Alors ça prend du temps, on a commencé par, voilà, on a réparé des petites choses, le toit, ouvert une cantine, on va forage, latrine, voilà, ça prend quelques années, mais ensuite ça vient de vraiment un lieu paisible où on peut accueillir des centaines d'enfants. Élise, si moi je suis homme d'affaires, bon je suis pas homme d'affaires, hein, voilà, mais si je suis homme d'affaires, j'ai l'argent et je peux dire combien ça coûte une école ? Combien ça coûte une école ? 40 000 € et je paye une école 40 000 €. Comment ça fonctionne ? Alors nous, on va appuyer les écoles. En tout cas, au Burkina Faso, on appuie les écoles qui existent déjà. Donc on va, voilà, donc on c'est un réseau arc-en-ciel. Oui, voilà. C'est un réseau. C'est comme une certaine qualité qu'on va avoir dans les écoles, donc avec les forages, la cantine scolaire, la santé pour les élèves, des visites médicales, etc. Voilà. Et là, on a une illustration, peut-être qu'on peut montrer les images, je vais en prendre une et puis Élise va prendre la suivante. On a l'exemple d'écoles qui peuvent exister, là c'est en l'occurrence au Tchad, excellent. Aussi actif. C'est basique, hein, là c'est basique. Voilà. Là il n'y a pas de toilette, on tire la chasse, donc il n'y a rien là. Et là en fait... Ni frigo d'ailleurs. Il n'y a pas d'école dans ce village au départ. Et ce qui s'est passé, c'est que les parents ont décidé de créer la propre école, leur école pour leurs enfants. Ils ont fait appel à une personne du village qui était un petit peu éduquée pour enseigner, et puis ils ont construit leur école. Et nous, face à cette volonté, pour qu'on puisse mettre en place un projet, il faut toujours qu'il y ait une volonté sur place. Et là, on est venu pour les accompagner. Et d'ailleurs, cette école, je pense que c'est l'école Espoir. Voilà. Et puis après quelques mois d'accompagnement, eh ben, on a un résultat. Voilà. Avant, après. C'est pas vrai. Non, ça... Alors, attends. Non, mais... Alors, c'est pas le même bâtiment, hein, c'est sorti de terre. C'est le même endroit. C'est le même endroit. Et en quelques mois, on a pu sortir un bâtiment de terre. Mais comment c'est possible ? C'est grâce à vos donateurs. Morija, et ça fonctionne alors ? Morija ne serait rien sans ses donateurs, mais Élise va peut-être pouvoir expliquer comment ça s'est fait. Oui, c'est sûr qu'on n'est rien sans nos donateurs. Et puis en plus, on a développé un concept de chocolat solidaire en lien avec les écoles, donc les écoles suisses, qui soutiennent, via les élèves en Suisse, des écoles au Tchad, au Burkina Faso. Quand je vous montre une photo comme ça, on change le sujet, on rentre dans la santé, hein, on quitte des écoles, mais finalement, lui, il a besoin d'une école, donc tout est lié chez vous. Exactement. Et on ne peut pas séparer l'eau propre avec la scolarité. Et la scolarité, qu'est-ce que le pauvre, il mange ce matin, hein ? Là, Johannes, tu soulignes quelque chose qui est primordial dans notre action, c'est que tout est lié, en fait. Si un enfant boit une eau qui n'est pas potable, voilà, comme l'eau qui est dans cette bouteille, quelques jours après, il va entrer en maladie, il va avoir une diarrhée. Et s'il a une diarrhée, il ne pourra pas aller à l'école pendant plusieurs semaines. Et ça, c'est la réalité, là. Qu'est-ce qu'on voit là ? Oui, on voit cette eau insalubre et cette eau propre. Voilà, beaucoup d'enfants boivent cette eau, vous voyez, très trouble, qui provoque des maladies, des diarrhées, qui peuvent aussi faire entrer les enfants en malnutrition. Mais vous avez vos propres hôpitaux. Qu'est-ce que vous faites sur le domaine de la santé ? Vous êtes actif, mais finalement, vous faites quoi ? Vous avez des hôpitaux ? On a un centre médico-chirurgical pour les personnes en situation de handicap physique au Burkina Faso, qui est un de nos projets phares, qui existe depuis maintenant plus de 30 ans. On le voit très bien sur cette photo, on voit souvent dans nos communications des enfants... Avant, après, voilà. Avant les pieds en X ou en O,
et tout à coup des pieds alignés, ou comme ça, avant et après, vous êtes fort, hein, là. Il y a quelque chose visuel pour vous. Oui, le avant-après, pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment... qui permet d'illustrer ce qu'on peut faire. Et les personnes sont dans des situations tellement difficiles qu'on ne trouve plus aujourd'hui en Europe. Il y a des cas, on avait des chirurgiens européens qui allaient opérer pendant quelques années au Burkina Faso. Ces pathologies, ils les avaient jamais vues de leur carrière, puisque ces maladies ont disparu depuis près d'un siècle. Donc c'est clair que quand on a un enfant qui a les genoux en X ou les genoux arqués, ou les jambes arquées, voilà, et qu'en quelques semaines de prise en charge, voilà, la situation est réglée. C'est assez flagrant. On va dire qu'on rigole, parce que c'est triste, on rigole pas du tout, mais on dit, mais attends. Mais c'est la réalité. Avec une intervention, on arrive à... C'est pas un montage photo, c'est la réalité. Ouais. C'est la réalité, et quand tu vois ça sur le terrain, moi j'ai pu assister à quelques opérations à Kaya, c'est incroyable de voir la vie des gens qui peuvent complètement changer. Parce que le handicap c'est vu comme une malédiction, comme, on va mettre les gens de côté. Donc ces personnes-là, les enfants, ils vont pouvoir retourner à l'école. Donc... c'est pas seulement coopérer une personne pour améliorer sa marche, c'est aussi améliorer tout son quotidien, toute sa vie. Et votre chef médecin ici, le chirurgien, il vient en Suisse, il était même au CHUV, donc dans l'hôpital universitaire de la Suisse, donc il y a un lien. Il est venu pour voir un petit peu comment ça se passe chez nous. Oui, c'est le docteur Christian Nézian. On a eu la chance de créer ce partenariat avec le CHUV, qui nous ont proposé un stage d'1 mois pour parfaire justement les compétences de ce jeune chirurgien orthopédiste burkinabé. Et les résultats, c'était concluant ou... Pour lui, c'était une expérience inoubliable parce que voilà, il a appris des choses, il a rencontré des confrères, il a tissé des relations. Et puis de ce que je sais, c'est que les confrères suisses ont été aussi... ils ont appris des choses. Ils sont, voilà, et puis un petit peu estomaqués par cet homme, voilà, qui dispose de moyens totalement différents. Quand le premier jour, Christian Nézian, donc il est chirurgien orthopédiste de notre centre, il est arrivé au CHUV, il s'est perdu. Parce que pour lui, c'était une ville, c'était un labyrinthe. Il y a des milliers. Déjà, que dans la cuisine, là-bas, il y a 150-200 personnes. Voilà, donc... et le matériel à disposition, le matériel jetable, lui, il disait à la fin de l'opération, mais jetez pas ça, je le prends avec dans les valises. Il est reparti avec des valises pour faire de garrots ou d'autres choses. Donc, c'est aussi le jour et la nuit, avec des moyens qui sont totalement différents, un rapport à la santé qui est différent. Et lui, avec peu, il fait beaucoup. Et qu'est-ce que vous faites encore sur le domaine de la santé ? On a également des centres de santé, de la santé primaire, basique, au Togo et au Cameroun. Donc là, Mais les besoins sont énormes. Voilà, les besoins sont toujours énormes. Hein. Les cas de paludisme, notamment, sont très importants. Le paludisme, c'est une des premières causes de mortalité en Afrique. Et comment vous faites pour survivre ? Bon, vous êtes ici, vous êtes bien, vous êtes venu en voiture, vous avez votre salaire, vous êtes bien, comme moi je suis bien ici. Et quand tu vas là-bas, tu dis, mais des gens, ils n'ont ni AVS, ni caisse de retraite, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arrivent à 65 ans ? Il n'y a rien, parce que pourquoi ? Il n'a jamais cotisé, donc il n'y a rien du tout. Et c'est le choc, hein. Mais comment vous faites-vous pour trouver l'argent pour vos projets ? Oui, alors, comme tu dis, dans nos pays d'intervention, il n'y a pas la sécurité sociale. Et Morija, notamment dans nos projets santé, on joue un petit peu ce rôle de sécurité sociale. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans la pauvreté ou qui n'a pas les moyens de financer les soins, on ne peut pas la laisser sur le pas de la porte. Et donc, nous, on joue un petit peu ce rôle. Et puis, ici, en Suisse, notre rôle, c'est de trouver des fonds pour alimenter cette caisse de sécurité sociale. Et on a une base de donateurs qui est arrivé avec notamment la création de Morija, des milliers de personnes qui nous soutiennent, qui sont attachées à la cause, certains qui donnent parfois un petit montant, mais tous les mois depuis des dizaines d'années. Ça fait aussi des milliers de francs. Ça fait des milliers de francs, et donc on a cette fidélité, cette persévérance qu'on a besoin d'avoir nous, parce que la pauvreté malheureusement ne recule pas, et nos donateurs sont fidèles. Je suis dans votre fichier, mais je ne suis pas fidèle. De temps en temps, quand je me dis, la photo est super, il faut les soutenir parce que je suis très visuel, tu vois. Donc, je vois ici 540 francs, 135, 45. Donc, il y a tout. Bon, 45, c'est pour Johannes. Là, après, c'est pour les hommes d'affaires et pour les riches, pour des projets.
comment ça fonctionne? Quelqu'un peut m'expliquer comment ça fonctionne, votre système? Oui, alors on a des coûts très précis parce que Moréja, on est une association humanitaire de taille moyenne, je dirais qu'on a une organisation familiale et on est très proche de nos projets. On n'a pas des milliers de projets, environ entre 15 et 20. Donc toi, tu vas sur le terrain, vous les deux, Voilà, vous connaissez les gens, oui. vous connaissez les bâtiments, la comptabilité, tu dis, je veux avoir un petit peu combien vous avez sur le compte, on a versé autant, qu'est-ce que vous avez, vous faites du controlling, tout? Oui. Exactement. Vous êtes proche. On va sur le terrain et puis, moi, quotidiennement, je suis en relation avec nos collaborateurs sur le terrain. C'est tous les jours le lien avec le terrain. Et les chiffres, comment ça marche? Dis-moi. Alors les chiffres, c'est tout simple. On fait des budgets pour chaque projet et puis pour une opération ou pour un forage, on est capable de faire un devis et puis ensuite, voilà, on a par exemple un forage qui va coûter X milliers de francs et on va avoir 300 bénéficiaires et puis on va pouvoir donner un coût précis et en contrepartie on est aussi capable de faire un rapport très rapidement. Donc un donateur qui va nous donner parfois 5 000 francs pour un forage, et quelques mois plus tard on va pouvoir lui expliquer que son argent a servi à faire tel forage dans tel village avec des photos à l'appui. Donc on a aussi cette redevabilité qui est importante. Excellent. Je ne veux pas exagérer, mais un missionnaire qui vient de l'Europe, un blanc, bon on a des blancs, hein, j'excuse, mais on a des blancs, aller en Afrique pendant 3-4 ans, ça coûte une fortune, ça coûte très cher pour une ONG, pour une association, parce qu'il faut payer des tickets, il y a des enfants, il faut payer sa caisse de retraite, son AVS, toutes les charges sociales dans son pays d'où il vient, et etc. Donc, vous préférez travailler avec des gens sur place que travailler avec des Blancs? C'est quoi votre politique? Sur place, on n'a que des salariés locaux, il n'y a aucun expatrié. Tu peux répéter ça? Aucun expatrié. Ça a toujours été la volonté de nos fondateurs de renforcer les capacités locales, de faire participer en fait ces personnes qui ont les compétences. Voilà, c'est juste par biais de formation, etc. Mais c'est... Donc votre politique pour la santé, vous avez ici votre ami, et qui vient... C'est un Burkinabé, c'est pas un Français. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas dénigrer le travail formidable qui a été accompli par des comme générations. Comme Rémi Moret ou d'autres, des pionniers. Après, je pense que ce qui compte, c'est aussi la philosophie, entre guillemets, ou la manière dont ils mènent leurs actions. S'il y a cette volonté de transmettre, de former, comme c'est le cas pour Rémi Moret, que je connais bien, qui forme et qui accompagne, qui a cette transmission, voilà. Donc par exemple pour ce bloc opératoire qui a été inauguré il y a une dizaine d'années, au départ il n'y avait pas de chirurgiens burkinabés, ils n'étaient pas formés. Donc on a dû faire appel à des expatriés, des chirurgiens hollandais ou suisses, mais qui pour la formation. Pour la formation. Et puis depuis quelques années, on a ce chirurgien burkinabé qui est toujours accompagné à distance, qui est formé. Et c'est cette relation nord-sud. Mais l'idée, c'est pas de créer de la dépendance, c'est d'être là pour accompagner. Et notre objectif ultime, en fait, c'est de plus avoir de travail. C'est que Moréja n'existe plus et qu'à terme, la pauvreté n'existe plus. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, mais je pense qu'il faut se mettre dans ce mode-là. Vous avez fait des bonnes expériences avec des gens sur place, parce que moi, je fais toutes les expériences. L'argent qui a disparu, on te dit oui et c'est non, ou c'est du gris, c'est oui, mais mon frère, il se mariait et j'avais besoin juste ça pour son mariage et tout à coup, il est 400 € pour un projet. Non, voilà, j'ai tout vu quelque part, mais vous êtes rigoureux, vous avez une organisation du controlling et vous savez avec votre personnel, il y a une ligne claire, c'est vrai? Oui, c'est exact. Alors là, j'exagère, mais c'est un peu, mais voilà. Mais bon, je dirais que le problème. Dans les grandes lignes, vous avez. Tu sais que le problème principal de l'humanité, c'est le cœur de l'homme et les situations que tu. Donc, il y a aussi l'argent disparu, c'est normal. Ici, voilà. Mais après, voilà, on travaille quand même avec des partenaires fiables. On travaille sur la base de la confiance, mais la confiance n'exclut pas le contrôle et le suivi. Donc, on met en place un dispositif là qui nous permet de suivre ça. Et puis après, voilà, il y a la foi qui est là. Il y a qui est aussi un ciment important de nos interventions. Voilà. Alors après, si quelqu'un veut nous cacher quelque chose, il y a toujours un moyen de le faire. Manière, mais pour l'instant, on a vraiment des partenaires et des salariés de qualité qui nous permettent d'avoir ces résultats. Donc on est très encouragés. Comment on parle de la transition du savoir-faire, quelquefois transmettre comme un certain Rémi Moret ou plein d'autres qui donnent leurs idées et leurs capacités aux autres, il y a un certain
Henri Girard qui a développé il y a 40 ans le système des bocages. Henri Girard, il est venu sur ce plateau ici il y a quelques années. Ce monsieur, il a l'impression... Vous connaissez ce système du bocage? Oui, tout à fait, le bocage sahélien, donc, qu'il a développé au Burkina Faso. Oui, justement, chez vous. On a été évidemment amenés à le rencontrer pour développer nous-mêmes nos projets de champs familiaux bocagers. On a repris une partie du concept qu'on a fait évoluer. Vous connaissez ce monsieur? Alors moi, Henri, je le connais bien. Je l'ai rencontré au Burkina Faso pour la première fois. Il a marié une burkinabèse. Marthe Girard. Alors il est obligé de rester un an. Il est obligé, oui, je pense qu'il est bien. Il est bien au Burkina. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à l'agriculture. Et quand je l'ai rencontré au Burkina Faso, à la fin de la discussion, on s'est rendu compte qu'on était originaire de 2 villages voisins dans le nord de la France. Arrête. Exactement. Et moi, je suis aussi originaire d'un pays de bocage. Et lui, il est... Alors, le bocage, c'est un paysage avec des haies vives, des petites parcelles qui sont délimitées par des haies avec des arbres qui permettent... C'est une protection contre le vent, les animaux, du voisin. Et donc, il a transposé ce concept du nord de la France au Burkina Faso. Et moi, évidemment, ça m'a parlé. C'est un homme exceptionnel qui est parti de rien, qui a fait de la recherche-action. Et aujourd'hui, son travail est reconnu à sa juste valeur. Et je suis heureux que tu le mettes à l'honneur aujourd'hui parce que nos projets agricoles, notamment... C'est la suite. Voilà, ça s'inspire fortement de ça. Alors, quand je reçois avec le courrier une photo comme ça, moi, j'ai envie de donner 1 000 € ou 1 000 francs suisses tout de suite le lendemain. Ça me plaît. Je t'en prie. Non, je suis très visuel, la télévision, tout ça. Et quand je vois une photo comme ça, mais j'ai compris que cette photo ne vient pas du Burkina. Je connais aussi le Togo, je connais presque tous les pays africains. Et je vois que ce sol ici, cette terre-là, c'est du Togo. C'est vrai? Oui, on voit bien, la terre est très différente entre le Burkina Faso et le Togo. Ça ne vient pas du bocage, c'est une terre pleine de nutrition. D'humus et qui est très fertile. Et souvent, au Togo, c'est un pays, il y a beaucoup de forêts. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous voulez reforester la terre, le Sahara, le Burkina avec les jardins pour les familles? C'est quand même génial. Donner à chaque famille un petit bout de terre et ils peuvent planter leurs oignons quelque part. C'est quoi le projet? Alors, on est actif au Burkina, au Togo. Comme tu dis, les contextes sont un peu différents. Le Burkina, c'est vraiment une terre qui est beaucoup plus, entre guillemets, hostile, qui est beaucoup moins fertile. Et la majorité de la population au Burkina Faso vit de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture familiale, c'est-à-dire produire pour se nourrir. Et aujourd'hui, c'est très difficile à cause des conditions climatiques, un sol qui est très très difficile. Et notre objectif, c'est de les accompagner pour qu'ils arrivent à assurer la sécurité alimentaire de la famille, mais sans produits chimiques. Voilà, sans faire appel à des intrants. Du fumier des animaux, le compost, des choses toutes simples. Et en travaillant notamment dans les écoles, en formant les enfants. Et les résultats sont là, avec ces bocages, que tout à coup, les gens ont leurs oignons, ils ont leur maïs. Qu'est-ce qu'on plante dans ces jardins? Alors là, c'est notamment des céréales, donc la base de la nourriture, le sorgho, le mil, le maïs. Et quand on compare des parcelles qui sont cultivées dans ces champs bocagers et les parcelles qui sont à côté, cultivées de manière conventionnelle, on voit qu'il y a des rendements qui peuvent être à 2-3 fois supérieurs. Et même les personnes n'en reviennent pas parce qu'au départ, elles sont un petit peu sceptiques. Elles regardent leurs voisins. Mais là, il y a un mouvement qui est vraiment en train de prendre, et grâce notamment au travail d'Henri Girard et qui se développe beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est reconnu et qui est admis qu'on peut produire sa nourriture de manière écologique. Mais ces jardins, c'est seulement pour autosuffisance pour la famille ou c'est aussi pour la vente, aller sur le marché et finalement, maman, elle a un produit pour marchander quelques kilos d'oignons contre du mil ou contre des habits. Elle a quelque chose en main. Tout à coup, elle peut faire l'argent, non? Avec la vente des oignons, par exemple, non? Alors, c'est d'abord pour leur consommation personnelle, dans un premier temps. Et s'il y a un surplus, effectivement, elles vont aller au marché. Et ça pourra participer pour la scolarisation des enfants, pour la santé, etc. Et vos projets, vous êtes encore jeune, vous êtes la génération encore, vous êtes obligé pendant 20 ans encore de booster, d'aller. C'est quoi vos projets les prochains mois, là? Parce qu'on cherche un scoop. Dites-moi un petit peu quelque chose. Alors,
J'ai pas vraiment de scoop. Tu parlais tout à l'heure d'un contexte géopolitique mondial qui est compliqué. Et c'est vrai que depuis quelques années, dans nos pays d'intervention, on remarque voilà, que ça se dégrade. On était beaucoup sur de la coopération au développement et malheureusement, on est revenu sur de l'aide humanitaire. L'image, c'est plus de donner, voilà, apprendre à pêcher plutôt que donner le poisson, tu sais. Voilà. Mais là, on est obligé de donner davantage de... Planter des oignons pour récolter des oignons. Plutôt, voilà. hein. Mais on a quand même une ambition, voilà, on a notamment l'ambition, on a ce centre voilà, qui accueille des personnes en situation de handicap au Burkina Faso, et puis Élise pourra nous parler voilà, de ce centre mère-enfant qu'on aimerait aussi développer à Ouagadougou, qui est un projet assez ambitieux pour lequel on va chercher des fonds voilà, dans les années futures et dès l'année prochaine. Voilà, on reste sur nos secteurs, mais on essaye toujours de développer. Donc sur le centre mère-enfant, en fait, au lieu d'avoir qu'un centre nutritionnel, le but c'est de prendre en charge la santé de l'enfant et de la mère. Ok. Alors, je pense ici, on a bien appris Morija. Si vous vous rappelez des oignons et Morija, parce que quand on donne des séminaires en Afrique pour la télévision, on a 40 personnes, et tout à coup, il y a une voiture qui arrive. Il y a des sacs de pommes de terre, mais la même quantité comme des pommes de terre, ils vont venir avec des oignons. Donc les oignons en Afrique, un repas sans oignons, ça n'existe pas. C'est vrai, quelque part? Moi, j'aime beaucoup l'oignon en plus. Donc je suis ravi quand il y a un plat qui est composé autant de pommes de terre que d'oignons. Bon, nos amis font plus que planter des oignons, mais vous aussi, engagez-vous pour le Seigneur. Si vous êtes jeune, comme ces deux jeunes, mais contactez des divers ONG, faites un stage de quelques mois, de quelques semaines. Sénégal, vous faites 10 jours chez Bercheba, juste voir autre chose à Dakar. Ou à Ouagadougou. Faites une fois 2 semaines à Ouagadougou. Avec eux, juste pour voir. Et tout à coup, Dieu vous ouvre des yeux, votre cœur, et peut-être il y a un avenir, ou simplement... Vous devenez un bon donateur, vous avez compris? Et tout à coup faire des dons, mais c'est logique parce que j'ai vu le besoin et j'ai compris que mon petit don de 50 €, 50 francs par mois, ils font des miracles. C'est vrai, hein? Vous faites des miracles avec 50 francs par mois, hein? Exactement. Ça fait 600 francs par année. On peut changer quand même, la vie d'un enfant ou sauver un enfant voilà, d'une diarrhée ou de la malnutrition. Avec 50 francs. Voilà, ça paraît peu ici, mais là-bas, ça fait vraiment la différence. Alors, c'est un plaisir que vous êtes resté avec nous pendant tout ce temps-là. Morija, c'est une ONG, une association. Il faut soutenir. Donc, quand vous recevez avec la poste tout à coup un enveloppe, ben, faites un geste selon vos moyennes. Et si vous avez quelque chose à dire, ben, contactez Dieu TV pour venir une fois sur le plateau et partager vos activités. À la prochaine. Shalom. Très bon.